L'intervention porte sur l'arbitrage d'investissement et les droits humains, de l'asymétrie vers l'équilibre. Cette intervention sera présentée par Madame Eya Khirani. Eya Khirani, c'est une étudiante en Master 2, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis. Elle est aussi active dans la société civile. Elle a participé à de nombreuses actions humanitaires et de secours. Merci Lead Tunisia et l'association Ifriqiya pour cette opportunité. Mon intervention porte sur l'arbitrage de l'investissement et la protection des droits humains, de l'asymétrie vers l'équilibre. C'est quoi l'arbitrage d'investissement? Si on simplifie, l'arbitrage d'investissement, c'est un recours offert par le droit international d'investissement aux investisseurs étrangers lésés par les mesures ou par les faits internationalement illicites de l'État au dot d'investissement. La notion clé dans ce contexte, c'est l'investissement. Selon la fameuse sentence Salini contre le Maroc, pour qu'une opération économique soit qualifiée en tant qu'un investissement, elle doit inclure les éléments suivants: apport d'argent ou d'actifs, risque, durée et une contribution à l'économie de l'État d'accueil. Selon une partie de la doctrine, c'est bien le quatrième critère qu'il est possible d'intégrer le droit international des droits de l'homme dans le contexte de l'arbitrage d'investissement. Cette intégration est également possible à travers la clause du droit applicable, puisque le droit international de l'investissement et le droit international des droits de l'homme partagent les mêmes origines. Ce sont en fait deux branches du droit international général applicable dans l'arbitrage d'investissement. Ce qui explique la présence des droits de l'homme dans les revendications des parties aux différends, quel que soit l'investisseur, les revendications de l'investisseur étranger, soit l'État par les demandes reconventionnelles. On peut demander à ce stade comment cette protection des droits humains est assurée dans le cadre de l'arbitrage d'investissement. Par une étude minutieuse des différentes sentences arbitrales, on remarque ou on peut dire que cette protection est assurée d'une manière déséquilibrée. Dans le contexte de l'arbitrage d'investissement, l'investisseur étranger bénéficie d'une protection étendue de ses droits humains, contrairement à la population lésée par l'opération de l'investissement. Dans une première partie, on va mettre en relief ce déséquilibre. Comme on a déjà dit, que l'investisseur il bénéficie d'une protection étendue. Elle est d'abord d'ordre processuel. En fait, seul l'investisseur étranger peut entamer une procédure devant le CIRDI, par exemple. La clause de règlement de différend consacrée par les traités bilatéraux d'investissement, elle est considérée comme une offre d'arbitrage permanente de l'État d'accueil de l'investissement. Ensuite, cette protection apparaît sur le plan substantiel. Grâce à la formulation large et floue des standards de protection incarnés dans les traités bilatéraux d'investissement, l'investisseur se trouve immunisé contre les violations de ses droits humains. On peut prendre l'exemple de la protection contre l'expropriation indirecte, qui est le synonyme de la protection du droit de propriété de l'investisseur étranger. Dans l'affaire TechMed contre le Mexique, dont les faits d'espèce sont les suivants. L'État a accordé à l'investisseur étranger, dans un premier lieu, une licence pour l'exploitation d'un site de traitement de déchets toxiques. Suite aux pressions politiques et populaires hostiles à la localisation de ce site, l'Institut national, qui est une entité publique, a refusé de renouveler le permis d'exploitation. Comme réaction, la société a fait recours auprès du CIRDI. Le tribunal a qualifié le refus de renouvellement de ce permis d'exploitation comme une expropriation indirecte et a ordonné l'État d'indemniser l'investisseur étranger. Ainsi, on peut citer l'affaire ABCI contre la Tunisie, la fameuse affaire. Dans cette affaire, le tribunal CIRDI a déclaré l'État
tunisien internationalement responsable pour la violation du standard de traitement juste et équitable, le standard minimum de traitement juste et équitable, ainsi que le standard pour le déni de justice, et a ordonné l'État tunisien d'indemniser l'investisseur étranger d'un montant dont la valeur est 1 573 dinars selon la communiqué de la ministère des Domaines de l'État et des Affaires foncières. Contrairement à cette protection excessive de l'investisseur, des droits humains de l'investisseur étranger, la protection accordée à la population victime des violations massives commises par l'investisseur étranger semble être limitée. Prenons l'exemple des demandes reconventionnelles. La pratique a montré que la tendance dominante est la déception de l'État demandeur reconventionnel. Le principal obstacle à la réussite des demandes reconventionnelles réside dans les critères établis par l'article 46 de la Convention de Washington. La première condition, c'est que les parties doivent reconnaître la compétence du tribunal sur les demandes reconventionnelles. Or, les traités, et surtout les traités de la première génération, restent muets face à cette exigence, ce qui constitue un obstacle fatal à la réussite des demandes reconventionnelles. Le deuxième obstacle, c'est le consentement de l'investisseur à la demande reconventionnelle. En effet, le caractère dissocié des consentements vient ici court-circuiter la réclamation. De même, une connexité juridique entre l'objet principal du différend soulevé par l'investisseur demandeur reconventionnel et l'objet de la demande reconventionnelle exprimée par l'État défendeur est exigée pour que la demande soit recevable. Dans l'affaire Klockner contre Cameroun, le tribunal a exigé du demandeur reconventionnel de démontrer que la demande principale et la demande reconventionnelle sont indivisibles et interdépendantes. Malheureusement, la procédure d'intervention des amis de la Cour partage le même destin. La pratique arbitrale, encore une fois, s'est montré que l'admission des amicus curiae se fait selon des critères stricts. Dans l'arbitrage Border Timbers Limited contre Zimbabwe, le tribunal a rejeté la demande présentée par l'ONG faute de démontrer l'indépendance totale du candidat ami de la Cour. Ainsi, dans l'affaire ABCI contre la République tunisienne déjà évoquée, le tribunal a rejeté la demande de iWatch visant à s'immiscer dans la procédure en qualité d'ami de la Cour au motif qu'elle n'est pas l'expertise et la compétence nécessaires pouvant l'éclairer ainsi qu'il lui manque le caractère de neutralité. Arrivons ainsi à notre deuxième partie. Suite au scandale impliquant de grandes entreprises telles que Shell, Zara, Coca-Cola, poursuivies pour des atteintes graves aux droits de l'homme et la difficulté ainsi d'engager leurs responsabilités sur le plan international, un courant réformateur est né et qui vise essentiellement à incarner des obligations à l'encontre de l'investisseur étranger, puisque dans les traités de l'ancienne génération, l'investisseur n'a que des droits, il n'a pas d'obligations. C'est l'État, juste l'État, qui supporte des obligations. Donc, nous commencerons notre exploration par le projet du Code panafricain d'investissement. Le chapitre 4 de ce code consacre des obligations directes aux investisseurs, y compris les obligations socio-politiques, la responsabilité sociale des entreprises, ainsi que des obligations relatives à l'utilisation des ressources naturelles. Le mouvement de réforme a touché bien évidemment le modèle de TBI du Maroc, qui va servir certainement de base au Maroc pour la négociation de ces TBI et autres accords régionaux d'investissement. Dans la même veine, le modèle du TBI du Maroc impose aux investisseurs étrangers
de gérer et d'opérer leurs investissements conformément aux obligations internationales des parties contractantes dans les domaines de l'environnement, du travail et des droits humains, et de contribuer au développement durable du pays d'accueil et de la communauté locale, de créer des emplois et de former le capital humain, d'appliquer des normes universelles reconnues telles que la déclaration de principes tripartites sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l'Organisation internationale du travail. On peut également trouver des dispositions similaires dans le protocole de facilitation des investissements intra-Mercosur entré en vigueur en 2019. On peut demander à ce stade quel impact aura la modernisation des normes dans les accords internationaux d'investissement. Prenons l'exemple des demandes reconventionnelles comme stratégie de riposte offensive pour contrebalancer le déséquilibre dont souffre le mécanisme de règlement de litige investisseur-État. L'absence de l'incarnation des obligations à la charge des investisseurs a créé un obstacle important à la réussite des contre-réclamations. Vu que pour la recevabilité de la demande reconventionnelle par le tribunal, il faut que la norme violée soit consacrée par le traité base de recours de l'investisseur étranger, qui n'est pas le cas dans le traité, surtout de la première génération. D'où la stipulation directe des obligations dans les traités, dans les TBI, donne plus de chances à la réussite de telles demandes. De même pour la procédure d'introduction des arguments des amis de la Cour. Comme le décrit M. Samda, les premiers arguments sont toujours inopérants car de l'avis des tribunaux, la référence au principe du droit international ne conduit pas à incorporer l'univers du droit international dans le traité d'investissement. Ainsi, l'invocation des normes RSAE ou du droit national partage le même sort. Enfin, les normes de responsabilité ou les normes de responsabilisation de l'investisseur étranger dans les traités de nouvelle génération peuvent influencer la question d'indemnisation. En outre, le non-respect de l'investisseur de ses engagements doit être pris en considération au moment de la fixation du montant de l'indemnité. Après l'effort de réforme déployé par les différentes parties prenantes, principalement les États, les ONG, afin de mettre fin à la surprotection de l'investisseur étranger, ces efforts de contrebalance du mécanisme asymétrique restent maintenant entre les mains des tribunaux arbitraux. Seules les sentences dont le recours est basé sur les accords de nouvelle génération vont nous éclairer sur l'effectivité de ces réformes, quelles que soient substantielles ou processuelles sur le plan pratique. Merci beaucoup.